Bonjour Jérôme Bocquet. J'ai assisté hier à ton atelier sur qu'est-ce que l'hypnose et je voulais que tu nous le présentes. Quelles sont tes idées que tu voulais faire passer? Alors, l'idée que je voulais faire passer dans cet atelier-là, c'est que on forme les gens beaucoup sur de la technique de la pratique de l'hypnose et que, en réalité, cette technique, c'est juste une partie de ce qui crée l'efficacité et que c'est juste un tout petit morceau qui s'installe dans un élément beaucoup plus global qui est la relation de l'autre. Et que finalement, lors de nos consultations, etc., quelle que soit la façon dont on va utiliser cet outil, qui est l'hypnose, qui est en rien une spécialité, le plus important de la chose, ce sera de se mettre en relation avec le patient, de créer un espace là entre le patient et le thérapeute. Ce sera le lien avec cet espace qui va vraiment autoriser l'efficacité de l'utilisation d'une technique pure. Alors, je pense avoir compris, l'important c'est de créer une alliance avec le patient pour Alors, avoir un espace de travail commun pour un projet commun. c'est ce qu'on va appeler l'alliance. Voilà. Et dans cette alliance, un élément qui est fondamental, c'est de concevoir que finalement, nous sommes, nous, les thérapeutes, quel que soit le type de thérapie, je parle là de la psychothérapie que moi je vais exercer, mais je parle aussi bien de l'infirmière qui va être amenée à faire une prise de sang pour laquelle le patient va avoir peur. On est vraiment dans le panel total du soin. Et l'alliance est décrite la plupart du temps comme, selon les études, on peut aller de 40 à 80% de l'efficacité du soin. C'est vraiment l'élément fondamental. Et cette alliance, c'est ce truc-là qu'on met entre toi et moi. C'est ce machin qu'on partage. Et ce machin qu'on partage, bah, finalement, c'est juste de la relation à l'autre sur une identité qui va être celle de l'humain, simplement de l'humain. Et je raconte, dans cet atelier également, euh, qu'on a souvent tendance à porter un costume de soignant, un costume du docteur, de l'infirmière, etc. Et que tout ça vient perturber cette relation. Parce qu'elle perd son naturel, elle perd sa spontanéité, elle perd son essence même, euh, qui finalement va être, ok, j'attrape ta main, je suis avec toi, et nous sommes ensemble. Et le travail thérapeutique, celui qu'on fait en hypnose, c'est celui qui est probablement le plus porteur dans beaucoup d'approches thérapeutiques. Ben finalement, c'est juste ça, c'est être soi avec ses problèmes, son humanité, ses quelques compétences, toujours assez humble, face à quelqu'un d'autre qui lui a ses problèmes et qui vient se ouvrir à tout. D'accord. Alors, tu as fait allusion à une étude qui est assez connue, hein, qui montrait que quels que soient les différents types de thérapie, enfin de psychothérapie utilisés, l'élément fondamental qui correspondait à 80% du succès de la thérapie, c'était la relation avec le ou la thérapeute. Hein. Et réciproquement, celle du patient avec le thérapeute. Alors Ça marche dans tous les c'est sens. pour ça que je répète toujours que on dit toujours Erickson observer, observer, observer. Mais le premier observer, c'est observer le patient. Et le deuxième observer, c'est observer ce que vous ressentez en observant le patient. Et le troisième, c'est observer ce truc étrange qui est Voilà. entre vous deux, qui est justement la relation. Et comment ça évolue? Et de manière thérapeutique, les patients qui vont être confrontés à une problématique, en réalité, elle va toujours, quand on cherche la genèse de cette problématique, elle va toujours référer à une difficulté à mettre ce truc là au milieu dans son monde et sa vie habituelle, à le mettre en place avec les gens autour, les concepts, le monde. Et quand cette personne vient dans ton bureau, et ben finalement, on va lui montrer un modèle expérimental
de comment ce truc peut être, lorsque les choses sont simples, sont saines, comment ça fonctionne. Et chez Ericsson, tout le monde a la métaphore de fissurer le barrage, où une petite fissure fait voler en éclats le gros barrage. Et bien cette relation, c'est la petite fissure. Tiens, là, je peux me confronter à quelqu'un et être dans un truc simple, une relation qu'on va qualifier de sécure. Notre job de thérapeute est de fabriquer avec un patient de la relation sécure comme un modèle. Et ce modèle va se reproduire dans sa propre vie et dans son mode relationnel avec son monde. Ouais, ben ça, je pense que j'ai assez bien compris. Et face à leurs problèmes, les patients, des fois, développent des solutions inefficaces. Et le problème, c'est qu'ils s'acharnent dans ces fausses solutions. Et pendant ton exposé, tu nous as montré quelques façons un peu spectaculaires, disons, de faire sentir, je dirais bien sentir aux patients qui sont peut-être dans une mauvaise voie. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça n'a rien de spectaculaire. En réalité, je considère le bureau et la consultation comme un vrai laboratoire dans lequel le patient va vivre une expérience. Et alors dans mon bureau, il y a tout un tas de trucs qui traînent, comme dans la plupart des bureaux, on a des bouquins, on a des câbles USB, tout un tas de choses. Il y a tout un tas de trucs totalement inutiles dans le mien et qui vont à un moment donné pouvoir prendre une utilité au sein de la relation au patient. Alors comme je sais que l'histoire du post-it t'amuse plus, Oui, par exemple. euh, un patient qui va m'expliquer que dans sa vision des choses, tout doit être absolument parfait, sinon c'est un vrai problème. L'air de rien, je vais pouvoir attraper un petit post-it carré et commencer à faire du pliage. Le pliage qu'on attendrait bien fait, chaque angle sur l'autre angle. Et volontairement, je vais faire un premier pliage, mais mes angles ne seront pas bien superposés. Et puis un deuxième. Et puis je vais lui demander simplement, tiens, est-ce que vous pourriez finir ce que j'ai commencé? Il a bien compris l'histoire du pliage. Et il plie. Et à la fin, les angles sont toujours pas alignés, bien sûr, puisque le premier ne l'était pas. Et là, on va observer ensemble ce truc-là. Et dire, bah, ça vous convient? Bah oui, puisque grosso modo, c'est jamais qu'un post-it. Je dis, mais pourtant, c'est pas parfait, hein, non, c'est vrai. Et là, on voit le processus de la transe qui s'installe, qui est très très loin d'une transe, d'une transe Classique, traditionnelle, classique, académique, on l'appelle comme formel. ça. Très très loin parce que là on sent un bug, un élément de confusion qui apparaît en observant ce petit post-it de rien du tout, mais qui fait référence à un vrai paradigme de vie où tout doit être normal. D'accord. Et finalement, une sorte de mise en perspective de est-ce que c'est très très important que tout soit totalement abouti, parfaitement dans la case, parfaitement aligné, qui va faire référence évidemment au sujet qu'il aura abordé avant, euh, lorsque moi j'aurais dit tiens, c'est là que mon post-it va être. Alors, il y a un autre exemple qui m'a bien plu, c'est qu'en ce moment, on parle beaucoup des problèmes d'éducation positive et le terme des parents hélicoptères, ces parents qui surveillent, qui veulent tout le temps protéger leurs enfants, qui sont collés à eux et qui finalement finissent par les étouffer, les empêcher de devenir autonomes. Et toi, tu as une manière assez personnelle de faire ressentir la puissance du lien. C'est là qu'une partie du théâtre dans l'hypnose est importante. C'est l'histoire de la ficelle que tu évoques là. Oui, Bon, il y a un câble USB qui sert à charger le téléphone, ou tout autre brin de laine, ou ficelle, truc qui traîne. Et puis, bah, ces parents qui n'arrivent pas à lâcher, bien souvent des mamans, je vais leur proposer de tenir le bout de la ficelle d'un côté et moi de l'autre, et je vais leur dire que c'est important dans ce qu'on va faire, que la ficelle reste tendue. Et je me mets à l'amener dans le bureau, la salle d'attente, le couloir,
dans des obstacles, dans Oui, tout en un tas de courant, hein, choses, même, par de moment. préférence en courant, en leur disant c'est très important. Il y a un moment où forcément je fais en sorte qu'ils lâchent parce qu'ils ne peuvent plus me suivre. Enfin, je- Je peux encore le faire, bientôt je serai probablement moins souple et j'aurai plus de difficultés. Et là, on va interroger sur c'était pas très confort là quand vous suiviez. Ah non, non, bien sûr que non. Et au moment où vous avez été amené à lâcher parce que c'était plus possible, comment c'était? C'était confort? Ah oui, nettement plus. Et c'est là à nouveau qu'intervient le processus de transe qui ne peut avoir lieu que dans cette condition unique de la relation. Mon fameux truc entre l'autre et moi-même, bien installé, bien sécure, bien sain. Et à partir de là, le côté métaphorique de l'expérience vécue de me poursuivre avec ma ficelle va prendre toute son ampleur et va s'inscrire également dans le ressenti corporel. Parce que courir après Bokeh qui court dans son bureau, c'est pas facile. Parce qu'il y a des câbles d'ordinateur, il faut contourner la chaise, il faut, etc. Et c'est pas simple. Mais il y a vraiment l'inscription dans la chair, l'incarnation de la sensation d'inconfort à laquelle va suivre, va faire suite la sensation de confort quand je lâche. Et c'est là qu'on a toute la puissance de la métaphore, parce que l'individu est en transe au sein de la relation. Et pendant ton atelier, tu as également torturé un des stagiaires avec un dictionnaire Par que exemple, tu lui as demandé de tenir à bout de bras le plus haut possible pendant un temps. Et, et à chaque, jusqu'au non. et chaque fois où il faiblissait, tu lui demandais de. Et l'idée, c'était d'apprendre que bah, de temps en temps, il faut dire non à des choses qui ne sont pas acceptables. Et qui n'ont pas de sens pour l'individu lui-même, ou qui vont lui nuire, ou qui vont être pénibles pour lui, et savoir qu'on a toujours ce choix, cette posture où je peux refuser quelque chose pour rester moi-même sans m'adapter à l'autre, puisque si je m'adapte, je serai plus moi-même dans mon identité. Donc, par exemple, comme ça me vient, dire au cadre qui vous demande de revenir sur vos congés ou sur votre RH que ça n'est pas possible. Exactement. On est bien d'accord. Et le dernier, après, c'est moi qui te lâche, la balle dans la main. La balle en mousse, c'est très Oui. simple. J'ai une petite baballe qui traîne en mousse sur mon bureau, qui m'avait été donnée, avec un petit Père Noël. C'est très utile, le Père Noël. Parfois, pour montrer aux gens que, tiens, vous y croyez encore à votre âge. Et cette petite balle en mousse toute simple, je vais leur proposer de la tenir très très fermement, de la serrer très fort, jusqu'à ce que les doigts soient douloureux. Et puis, quand on arrive à ce stade, simplement de relâcher les doigts. Et d'avoir beaucoup plus confort. Et la balle est toujours dans la main. Et là, je vais leur poser une question très simple. Ça sont tous les gens qui ne lâchent rien, véritablement, au sens métaphorique dans leur vie. Simple. La balle est toujours là. Et vous, votre main, et vous. Et là, pareil, ce processus associatif de la transe, seulement dans le cadre de la relation installée, va permettre de faire écho à tout un tas de représentations chez le patient, tout un tas de dogmes, de croyances où il faut absolument tenir. Et tu me faisais la réflexion, euh, le bras de fer relationnel que l'on a et qu'on voit dans une thérapie stratégique comme un élément expérientiel, va être plus relationnel à l'autre, alors que finalement ma petite balle en mousse, là, c'est dans la relation que j'ai à moi-même, et qui va me dire, tiens, je m'impose des choses pour me mettre dans le mouvement. Mais tu l'as pas terminé parce que ensuite tu redemandes. On peut rajouter une couche supplémentaire, Voilà. c'est-à-dire que lorsque la balle est posée, ouf, elle peut tomber si je donne un petit coup. Et la croyance des gens, c'est plus je tiendrai, mieux ce sera là. Sauf que j'aurais beau serrer ma main très très fort, si par ailleurs un autre élément survient, un tremblement de terre, ou peut-être un thérapeute qui va prendre une autre main et appuyer très très fort sur un muscle, ça fait très très mal, m'amener à relâcher le truc, et là pareil, mon petit coup fera tomber la balle. Finalement, tenir extrêmement ou simplement posé ne va rien changer,
il y aura toujours des facteurs dont je ne saurais pas mettre. Eh bien, écoute, je te remercie et j'espère que tu arriveras malgré tout à avoir des volontaires pour tes prochains exercices dans tes C'est ça que prochaines je ne formations. pas. Merci beaucoup, Bruno.